continuer à parler du corps des femmes en abordant la question de la santé. Ces dernières années, des dizaines de scandales ont éclaté, touchant principalement les femmes. Dépakine, Mediator, Levothyrox, mais aussi Androcur, un contraceptif qui multiplierait par 20 le risque de développer une tumeur au cerveau. Des femmes se battent aujourd'hui pour faire reconnaître la responsabilité du géant pharmaceutique Bayer. Les vies brisées de l'Androcur, c'est un document signé Johan Sadé avec Nicolas Grisel, Nicolas Béthune et Théo Simon. Pendant 18 ans, c'était une pilule miracle pour plus de 400 000 Françaises. Mais depuis 2 ans, changement de ton. Un nouveau médicament se retrouve aujourd'hui sur la sellette. L'Androcur, ce traitement hormonal, des dizaines de milliers de femmes françaises l'ont pris. Un médicament qui multiplie jusqu'à 20 fois le risque de tumeur au cerveau. Ça fait environ 5,6 cm sur 5,2. Une grosse clémentine. Nous sommes partis à la rencontre des malades de l'Androcur. Des femmes qui demandent justice et qui s'attaquent à un géant de l'industrie pharmaceutique, le laboratoire Bayer. Je pense qu'on a là les critères qui permettent de caractériser un scandale de santé publique. Et ça, c'est Mediator, c'est Dépakine, c'est la même chose. Enquête sur l'Androcur, un nouveau scandale sanitaire dont les femmes sont victimes. La vie de Anne Lebeuse a basculé un matin de juin 2019. Ce jour-là, elle reçoit une alerte sanitaire dans sa boîte aux lettres. J'ai reçu un courrier de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Votre médecin vous a prescrit un médicament à base d'acétate de cyprotérone, l'Androcur, qui peut favoriser le développement d'un méningiome. Je ne sais pas ce que c'est, donc je vais sur Internet comme tout le monde. Je découvre qu'un méningiome, c'est une tumeur cérébrale. Anne a pris de l'Androcur pendant 6 ans, un contraceptif prescrit par son gynécologue. En urgence, elle passe une IRM. Voilà les images de ma première IRM cérébrale. Et pour moi, il n'y a pas besoin d'être neurochirurgien ou radiologue pour voir la taille et l'importance de ce méningiome. Ça fait environ 5,6 cm sur 5,2. Quand le radiologue m'a retenue par la manche et m'a dit « Non mais venez voir ce qu'il y a », à l'écran, le ciel m'est tombé sur la tête. Et là, tout converge. Je réexplique les 2-3 dernières années, cette lente descente. Il y avait d'abord une très très grosse fatigue, une prise de poids très importante. J'ai pris à peu près 20 kilos en 2 ans. Un manque de volonté, un manque d'enthousiasme. Et je me suis même posé la question de savoir si j'avais peut-être une dépression. Quelques semaines plus tard, Anne est opérée du cerveau. C'est le jour de l'opération. En fait, comme moi, ils sont rentrés sur le côté, ça commence à faire un hématome, et vous allez voir après, les jours qui suivent, c'est pire. Un carnet de bord pour documenter les séquelles de l'Androcur. Je voulais garder un souvenir de ce par quoi j'étais passée. Mon papa disait d'ailleurs que c'était ma 2e naissance, cette opération. Ouais. Sur les réseaux sociaux, les malades de l'Androcur prennent désormais la parole. Nathalie Griot est cofondatrice de l'association des victimes de l'Androcur. Opérée d'un méningiome, elle souffre de graves troubles de la vision. Chaque semaine, elle rassemble les témoignages des victimes. On m'a prescrit Androcur et je l'ai pris jusqu'en octobre 2019, donc à peu près 25 ans. Aujourd'hui, je le reprendrai encore si j'avais pas reçu également le courrier de l'ANSM préconisait de faire un IRM, donc chose que j'ai faite en septembre 2019, qui a découvert donc un méningiome derrière mon œil droit. L'Androcur, c'est un produit qui est donné en France. 60%. Voilà, 60% en France. Ils savent que leur molécule est dangereuse et ils continuent à la vendre. Pour moi, c'est important qu'on soit nombreuses dans le combat. C'est peut-être un peu de la résistance. C'est quand même dur, quoi, ce que les gens ont subi, et ça demande réparation. Nous avons tenté de joindre la direction de Bayer en France. Toutes nos demandes d'interview ont été refusées. Pour seule réponse, un mail du service de communication. Bayer ne prévoit pas de retirer l'Androcur du marché français.
Les autorités de santé ont confirmé l'intérêt thérapeutique majeur de l'Androcur lorsqu'il est prescrit par un professionnel de santé. Pour le moment, l'Androcur est toujours en vente en pharmacie. Une décision difficile à comprendre pour Anne Lebeuse. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec son avocat. Moi, j'ai été opérée il y a 1 an. J'étais en colère, mais j'étais trop faible. J'étais très fragile. Et là, je me sens plus en état d'entamer ces démarches. Pour l'épauler dans son combat judiciaire, elle n'a pas choisi n'importe qui. Charles-Joseph Houdin est devenu l'ennemi numéro 1 de l'industrie pharmaceutique. Il a défendu les victimes de la Dépakine et du Mediator. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir assigner. Assigner, ça veut dire saisir le juge, et on explique au juge qu'il y a un motif légitime de nommer un expert. L'expert doit répondre à 2 types de questions. Est-ce qu'il y a un lien de causalité ? Oui. Et ensuite, l'évaluation des dommages. Vous avez quand même une perte d'odorat qui est restée, celle-là. Alors, la perte d'odorat, je ne l'avais pas du tout avant l'opération. Et en fait, quand le méningiome a été enlevé, ça a touché les nerfs olfactifs. Et on m'a expliqué que les nerfs, dès qu'on les touche un tout petit peu, ça les coupe et ça ne repousse pas. Oui. Donc moi, ça a complètement coupé le circuit de transmission des informations. Donc ça veut dire que vous n'avez du pain grillé, du café, même des choses un peu fortes. L'eau de Javel, rien. Donc voilà. Et vous n'en avez pas gardé de douleur Non, excusez-moi, je suis... Non, mais c'est très émouvant. Nous qui avons assisté à l'opération, on ne peut que... Et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux juges quand on parle, que c'est... Oui, c'est pas se faire enlever un grain de beauté. Hein. C'est ça. Je dirais que rien que l'opération, déjà, on l'a pas choisi, l'opération. Oui, bien sûr. Voilà. Qu'elle est imposée. Voilà. Mediator, c'est essentiellement des femmes qui ont consommé pour maigrir, Dépakine, évidemment, des mamans qui étaient enceintes. Et il y a effectivement une sorte de schéma qui se reproduit de mauvais traitements dont les femmes sont toujours victimes. À ce jour, plus de 500 femmes ont été opérées de tumeurs au cerveau liées à la prise d'Androcur. Elles demandent aujourd'hui réparation. Leur combat judiciaire ne fait que commencer. Les vies brisées de l'Androcur, un document signé Johan Saadé avec Nicolas Grisel, Nicolas Béthune et Théo Simon. Et on a été rejoints sur ce plateau par Delphine Bauer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialisée sur les questions des droits des femmes et de la santé. Vous publiez avec Ariane Puccini ce livre, Mauvais traitement, pourquoi les femmes sont mal soignées au seuil. Il y a de très nombreuses années, puisque c'est le premier lien entre l'Androcur et le méningiome s'est établi en 2008. Oui. Par un neurochirurgien de l'hôpital Lariboisière à Paris. C'était il y a plus de 10 ans, et pourtant le médicament est toujours aujourd'hui disponible. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe ce qui se passe à chaque fois quand il y a un scandale sanitaire. Il faut d'abord cumuler des études. Il faut que des personnes soient volontaires pour le faire. Ce neurochirurgien a eu accès par sa pratique à différents cas de figure de femmes qui présentaient des méningiomes en ayant pris de l'Androcur. Et c'est vraiment par la multiplication de ces cas tout à fait inhabituels qu'il a tenté d'établir ce lien. Et l'avocat dont vous parlez parle de ce lien de causalité qui est tout à fait nécessaire. Et c'est vraiment le nerf de la guerre. Les laboratoires vont souvent avoir pour défense de se dire que oui, il y a des faisceaux d'indices qui montrent en effet que des femmes peuvent souffrir de tel ou tel effet secondaire. Mais tant que cette causalité n'est pas scientifiquement prouvée, oui. Évidemment, ce flou va leur permettre de se dédouaner juridiquement des responsabilités. Et ce n'est pas encore aujourd'hui tout à fait le cas. Non. Si on déborde du cas de l'Androcur, on peut penser à la Dépakine, Mediator, Disilben, Levothyrox. À chaque fois, ce sont des médicaments pour les femmes qui sont au cœur de ces grands scandales pharmaceutiques. Pour vous, ce n'est pas une triste coïncidence. Non, et c'est exactement l'idée de départ et qui s'est vérifiée en fait par l'étude qu'on a pu faire de ces différents cas de figure. On pointe du doigt aussi qu'une partie de ces médicaments n'ont pas été conçus pour les femmes. C'est le cas de l'Androcur qui était conçu pour lutter contre le cancer de la prostate. Le Mediator était un médicament neutre qui était censé être utilisé contre le diabète ou le prédiabète, mais qui a été très largement prescrit aux femmes. L'Androcur, c'est le cas aussi, puisque 75% des prescriptions sont aujourd'hui destinées aux femmes. Donc il y a la question de l'utilisation qu'on fait de ces médicaments, et on ne peut pas ne pas évoquer la façon dont ces médicaments sont conçus, très souvent sur le corps des hommes, ou quand il y a des résultats qui sont étendus en fait, au corps des femmes, sans prendre en compte certaines spécificités qui peuvent jouer sur l'efficacité ou sur les effets secondaires.
Oui, parce que ce que vous dites, c'est que c'est souvent le résultat du fait que, finalement, les femmes sont beaucoup moins présentes dans les essais cliniques sur des nouveaux médicaments. Mais pourquoi, en fait ? Alors, il y a des raisons historiques. On reparle assez longuement du scandale du thalidomide dans les années 60. C'était un médicament qui était donné aux femmes pour lutter contre leurs nausées pendant la grossesse. Sauf qu'en fait, c'était un sédatif très profond avec des effets tératogènes. Donc, il y a eu à peu près 15 000 fœtus qui sont arrivés soit déformés, soit mort-nés. Ça a été un scandale assez retentissant. La pharmacovigilance, c'est-à-dire la remontée des effets secondaires, n'était certainement pas au niveau actuel, mais ça a été une mise en garde très forte qui a ensuite stoppé net l'inclusion des femmes dans les essais cliniques. Donc on a préféré, pour les protéger, les exclure de toutes les phases, les 4 phases des essais cliniques. Mais l'effet contre-productif, c'est que parfois les effets secondaires ne sont pas décelables au moment de la réalisation de ces essais cliniques et seulement quand le médicament est mis sur le marché. Donc une médecine pensée par les hommes, exclusivement pour les hommes, médicaments parfois utilisés par les femmes. C'est un peu ça l'enchaînement terrible. Mais depuis l'Antiquité, les médecins comme Hippocrate ou Galien ont considéré que le corps des hommes et des femmes était différent. Ce sont des images qui ont été ensuite retravaillées à travers l'histoire. Et les femmes ont été progressivement exclues même de leur domaine de compétences, comme celui de faire accoucher d'autres femmes. Ce sont des savoirs qui ont été récupérés par les hommes de façon politique, d'une certaine façon. Et je perds le fil de ce que vous m'avez dit. Mais oui, en effet, beaucoup de médicaments sont majoritairement utilisés par les femmes parce qu'il peut aussi y avoir des biais de prescription. C'est-à-dire que très souvent, et des études le prouvent, ou en tout cas des exercices assez empiriques vont vraiment attester ça, dans les premiers rendez-vous avec le médecin, certaines questions vont être posées aux femmes et non pas aux hommes. Notamment des femmes qui vont se plaindre d'effets secondaires et qui vont être ramenées à un burn-out familial, parental. Et ces questions-là vont être posées à des femmes et non pas à des hommes, où là, on va plutôt les relier à la sphère professionnelle. Oui, c'est ce que vous expliquez aussi. Il y aurait une tendance à psychologiser, à psychiatriser parfois les maux des femmes. Oui. Quand on dit j'ai mal à la tête ou j'ai mal là, on va prendre peut-être des antidépresseurs ou des anxiolytiques. C'est ça. En fait, c'est même systématique. La question de la réalité ou non ou pas de ces effets secondaires, elle est quasi systématiquement remise en question. Donc ces femmes, elles arrivent avec des vraies douleurs, des vrais problèmes. Et en fait, au lieu... Bien sûr que la question psychologique est prise en compte, mais une fois que l'examen clinique exclut toute autre question, et parfois spontanément, le médecin, mais pas nécessairement conscient de ces biais dont il est lui-même le vecteur, va remettre en question en fait, la véracité de ce que traduit la femme dans sa consultation. Pour terminer, une question à Michel Perrault et à Georges Vigarello. D'abord, Georges Vigarello, ce que vous avez entendu, j'imagine, vous ne le découvrez pas. Que le corps des femmes est moins l'objet de l'étude des souffrances que le corps des hommes, ça, vous l'avez remarqué depuis longtemps. Bien entendu, mais en plus, elles sont imaginairement susceptibles d'avoir plus de troubles et d'avoir plus de pathologies dans un imaginaire. Elles ont plus de faiblesses, si vous voulez. Fragilité féminine. Il y a une fragilité. Et puis, il y a aussi un fantasme de la demande qu'elles formuleraient pour maigrir, etc. Mais j'ajoute une chose. Il y a ces deux niveaux. Il y a à la fois le niveau du genre, si vous voulez, mais il y a aussi le niveau de l'industrie. Ce qui est terrible, c'est que l'industrie aboutit au fait suivant. Lorsqu'un médicament a un petit défaut qui peut être totalement tragique, dans la mesure où il inonde le marché, il a des effets qui sont absolument catastrophiques et délétères. Il y a ces deux niveaux, voyez-vous. Et l'industrie n'hésite pas à recycler parfois des molécules pas très efficaces pour les marketer en direction des femmes. Parce qu'elles sont de grosses consommatrices, parce qu'on leur prescrit aussi beaucoup de médicaments. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Décidément, Michel Perrault, quand on écoute Delphine Bauer et Georges Vigarello, on se dit que la domination masculine, elle se niche vraiment partout, y compris là où on ne la soupçonnait pas forcément au départ. Oui, c'est vrai, parce que cette étude me paraît tout à fait passionnante, parce que je n'aurais pas pensé spontanément que les femmes étaient moins soignées que les hommes. Voilà. Au contraire, peut-être même. Moins bien soignées. Par ailleurs, il faut quand même rappeler que les femmes ont un espoir de vie supérieur à celui des hommes. 7 ou 8 années de plus. Donc... est-ce que l'inégalité se situe là? Je n'en étais pas du tout sûre. Mais l'androcure, c'est prescrit pourquoi pour les femmes? Pour les femmes, c'est prescrit contre l'hirsutisme ou l'endométriose, les douleurs liées à l'endométriose. Et c'est un médicament qui, quand il est prescrit dans ces cas-là, se fait hors autorisation sur le marché. C'est-à-dire, on peut imaginer que les études cliniques n'ont pas été réalisées avec autant de rigueur que lorsqu'il a obtenu son autorisation pour lutter contre le cancer de la prostate. Oui, alors moi j'aurais envie de dire, il y a de plus en plus de femmes qui font médecine, qui arrivent dans ces métiers,
eh bien, je pense que c'est aux femmes de s'emparer de ce problème. Eh ben, c'est exactement notre conclusion. On estime que c'est par des changements à l'intérieur, en féminisant les professions, y compris dans les postes de pouvoir, les femmes qui justement désignent les études cliniques, que cette prise en compte du genre sera mieux réalisée.